Ce soir, j'ai le plaisir de vous accueillir en compagnie donc, de Miranda Spiller. Miranda, vous êtes historienne, vous êtes diplômée de Columbia University, vous enseignez aujourd'hui à l'American University à Paris depuis 2012, je crois. Vous êtes spécialiste des Outre-mer français et des statuts coloniaux et vous conduisez vos recherches sur la vie des Noirs et les gens de couleur dans les villes portuaires françaises à partir du XVIIIe siècle, ainsi qu'à Paris d'ailleurs, je crois. Voilà. Et pour poser le décor, on compte un peu sur vous pour esquisser un peu ce décor dans lequel on va évoluer ce soir. Je veux tout d'abord remercier les organisateurs de cette soirée et les autres participants et le cher public. Et j'en remercie pour ces paroles bouleversantes, vraiment. Collectivement, ce soir, on va chercher à retrouver les traces oubliées, à mettre en lumière les destins tragiques des citoyens français d'outre-mer, hommes, femmes, enfants, au moment où l'État français a essayé de les remettre en esclavage. Dans certains endroits, notamment à Saint-Domingue ou Haïti, cette tentative devint un acte fondateur qui déclenche une guerre anticoloniale et éventuellement la naissance de l'État haïtien. Et dans d'autres endroits, notamment la Guyane et la Guadeloupe, la remise en esclavage des citoyens français a bien eu lieu malgré la forte résistance du peuple, que ce soit une résistance rusée et juridique ou une résistance militante et armée. Pour comprendre l'histoire du rétablissement de l'esclavage dans le contexte guyanais, qui est ma spécialité, il faut d'abord reconnaître que les administrateurs eux-mêmes étaient les premiers à imposer un silence autour de cette injustice. Il y avait également une tentative d'effacer la mémoire locale de la liberté révolutionnaire et de l'égalité des couleurs pendant les années 1790. En 1803, le chef de la colonie, Victor Hugues, qui était le même homme qui a libéré les esclaves de la Guadeloupe, instruit les fonctionnaires locaux en Guyane de supprimer rétroactivement le mot « citoyen » quand il s'agissait de gens de couleur dans tous les documents publics depuis 1789. L'année suivante, 1804, Hugues annonce au ministre, et je cite, « C'est comme si la colonie n'a jamais été révolutionnaire ». Fin de la citation. Alors que Hugues tentait de mettre en œuvre une rature historique et de supprimer toute trace d'une lutte actuelle au nom de la liberté, les familles entières partaient en forêt, où ils s'attachaient aux bandes de marrons préexistantes. Hugues fut bientôt obligé de fonder une nouvelle milice blanche. Son prétexte était le renouvellement de la guerre avec l'Angleterre. Le but réel, comme il avouait plus tard, était la guerre intérieure contre les marrons, qui étaient les familles dont j'ai parlé tout à l'heure. Le silence idéologique autour du rétablissement de l'esclavage rend d'autant plus précieuses les traces écrites restantes qui nous dévoilent cette période de transition effrayante et inouïe. Ces mêmes sources écrites, comme je vais vous montrer rapidement, et ça c'est un registre avec lequel j'ai travaillé longuement, ces mêmes sources écrites nous rappellent que le rétablissement de l'esclavage se déroulait et était vécu comme un événement à l'échelle régionale et atlantique, même pour les gens qui n'ont jamais quitté la Guyane pendant cette période. Donc, il n'y a pas vraiment une histoire simplement locale du rétablissement de l'esclavage. Et on apprend de ces mêmes sources que les anciens libres ne se sentaient nullement à l'abri de cette horreur, soit parce que leurs frères et sœurs et parents étaient sur le point de devenir les esclaves, soit parce qu'il était facile de se perdre dans l'espace fracturé de l'empire colonial à la fin de la Révolution, où il y avait les zones de la liberté,
mais aussi les zones où l'esclavage n'a jamais été aboli. Prenons par exemple le cas d'Aza raconté par sa mère Julie, qui se dit ancienne libre, et également c'était le cas d'Aza. Donc Julie raconte à la greffe de Cayenne qu'Aza est parti faire la guerre de course pendant la Révolution, capturé par les Anglais. Il était interné dans un ponton à la Martinique, qui était sous occupation anglaise à cette époque. Et ensuite, à la paix, Aza était envoyé à Santo Domingo et vendu comme esclave en 1802. L'expérience d'Aza me fait penser des remarques attribuées à Bonaparte en 1800 au Conseil d'État. Pour Bonaparte, la juxtaposition inquiétante de régimes incompatibles était finalement une des clés de sa politique coloniale et esclavagiste. Je vais le citer. Je cite, « C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de la Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte. Ainsi, je parlerai de liberté dans la partie libre de Saint-Domingue et je confirmerai l'esclavage à l'île de France, c'est-à-dire l'île Maurice, même dans la partie esclave de Saint-Domingue. » Pour conclure, le destin d'Aza nous permet de voir l'empire colonial au début du consulat tout autrement. Ça cesse d'être un espace théorique et ça devient un espace concret, texturé de tragédie familiale et souffrance intime. Et puis, je vais avoir l'image dernière. Ça, c'est la suivante, sur Hélène. Oui, ça, c'est une image qui m'a saisi beaucoup. C'est une pièce qui était enregistrée en 1803 par une femme qui a donné une lettre d'amour qui est écrite de Baltimore, de son amant, où il parle du fait qu'elle était libre avant 1794. Et pour elle, cette lettre d'amour devient la preuve de sa liberté d'avant. Et pour son amant, il indique que pour voyager en temps de la Révolution, il fallait être équipé d'une sorte de passeport, une preuve pour les corsaires qu'on était libre avant l'affranchissement général. Et donc, je vous laisse cette trace parce que ça montre aussi cette notion d'un rétablissement d'esclavage à l'échelle régionale et atlantique. OK, je vais arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Miranda. Merci. Donc, on peut retenir, Jean, hein, qu'on n'écrit pas l'histoire avec une gomme, bien sûr. Et puis, aussi cette fragilité dans laquelle... Ah, voilà, voilà. Oui, mais écoute, bienvenue. C'est un plaisir de t'accueillir, Mélissa. Mélissa Lavo, qui va tout à l'heure nous accorder un petit moment musical qui va clôturer notre rencontre. Merci d'être là tous les deux. Donc oui, je disais, est-ce que vous avez envie de réagir à ce que Miranda vient de développer trop rapidement pour nous? On aimerait évidemment que ce soit plus long, mais hélas, on ne le peut pas. Et puis peut-être sur cette fragilité du statut et comment, peut-être même jusqu'aujourd'hui encore, je crois que Méline, tu l'exprimais d'une certaine manière, jusqu'à aujourd'hui encore, c'est un statut, enfin, ce statut de libre, on pense qu'on peut encore le perdre. Oui. On pourrait encore le perdre. Et effectivement, on a tous vu des images dans l'actualité qui nous permettraient d'imaginer que ce statut de liberté peut être encore perdu à tout moment. Mélissa, tu veux réagir à ça? Oui? Vas-y, Jean, vas-y. J'allais seulement dire que, en fait, quand on parle de rétablissement de l'esclavage en Haïti, c'est parce qu'on pense à un grand récit historique qui raconte que l'esclavage aurait été aboli à une période donnée. Mais moi, quand je lis l'histoire avec d'autres yeux, j'arrive à comprendre qu'en fait, il n'y a jamais eu une volonté d'abolir l'esclavage de la part de la France, parce que tous les moments de l'histoire, en fait, du rapport de la France avec Saint-Domingue, c'était garder des êtres humains en esclavage. C'était ça le but. Et
on voit d'ailleurs aujourd'hui cette liberté dont on parle est toujours conditionnée dans le sens que on a dû payer une dette de l'indépendance, donc qui reste encore entre les mains de la France. Donc on est libre à une condition, à condition qu'on paye. Donc voilà, c'est là qu'on est encore aujourd'hui. Et cette trace matérielle de l'esclavage qui subsiste encore, je pense qu'il faut résoudre ce côté matériel de la chose et pouvoir l'intégrer aussi dans la pensée pour que cette liberté, cette indépendance devienne réelle, en fait. Mélissa ? D'abord, merci pour l'invitation et merci pour le discours et le témoignage. En fait, moi, ça me suscite deux gros intérêts. Le premier étant la question du territoire et des passeports et des papiers. Parce que en tant qu'immigrante en France, moi, j'ai eu énormément de soucis, alors que je suis une, entre guillemets, immigrante voulue. Je ne suis pas une migrante, je ne suis pas arrivée par bateau. Je n'ai pas eu de soucis à ce point-là, mais j'ai eu énormément de soucis avec les douanes en tant que musicienne, artiste musicienne immigrante. Et à chaque fois que cette question de passeport, de droit à la nationalité revient, moi, ça a vraiment été un traumatisme en arrivant ici. Et l'idée que... J'ai tellement d'amis qui m'ont demandé « Mais pourquoi est-ce que tu veux le passeport français ?» que j'ai eu récemment. Et j'ai dit « Parce que ça veut dire que je peux acheter quelque part où vivre. Je peux me loger. On ne peut pas me retirer ce logement. Et en fait, on peut pas être propriétaire sans être... Je ne peux pas vivre quelque part où je ne peux pas voter. Je ne peux pas vivre quelque part où je ne peux pas être logé avec certitude. Moi, mes parents m'ont vraiment appris ça. C'est que là où tu habites, il faut que tu sois propriétaire. Je ne suis pas encore propriétaire. Mais je suis déjà citoyenne, donc c'est ça. Et c'est fou que cette idée de citoyenneté est tellement imprégnée des droits de quelqu'un dans un pays, des droits de circuler de quelqu'un. Après ça, l'autre question, pour moi, c'est vraiment celle du capitalisme par rapport à l'esclavage et comment le capitalisme est vraiment genre juste une déclinaison de l'esclavage. L'esclavage existe encore aujourd'hui parce que le capitalisme existe encore aujourd'hui. Il y a énormément de travail qui se fait carrément, qui est tellement sous-payé dans des conditions complètement abjectes parce que le capitalisme l'autorise et le permet. Et quand on regarde la situation des migrants dans les Amériques, quand on pense aux gens du sud de l'Amérique qui veulent venir aux États-Unis ou au Canada, la seule raison pourquoi on ne les autorise pas à voyager autant, c'est juste parce qu'on n'arrive pas à contrôler leur travail et contrôler combien est-ce qu'ils arrivent à pomper de ces gens en termes de travail, en termes de capital. Et à la fin de la journée, ça reste une question d'argent, parce qu'on paye pour devenir citoyen d'un pays. Et on paye pas juste avec de l'argent, mais aussi par sa... Je sais pas, moi j'ai trouvé chaque passage à la préfecture de police comme quelque chose de très, très humiliant. Et surtout de voir comment on me traite différemment avec mon passeport canadien. Donc, avant de savoir que j'ai un passeport canadien, et vraiment on me lâche des insultes et tout. « Ah, mais sortez vos affaires !» Et après ça, on voit un passeport canadien. « Ah, vous êtes canadienne ?»« Ah, mais c'est trop sympa !» etc. Et c'est fou, parce que c'est vraiment... C'est comme le battement de cils. Et oui, donc la précarité du statut, oui. Elle peut être encore vécue aujourd'hui. Et j'aurais carrément pu être envoyée au Canada en 2009 et en 2010. Et en 2010, j'avais vraiment plus de papier et plus de justification pour pouvoir renouveler ce papier. Et la seule raison, c'est parce que je suis canadienne. Parce que la femme, elle ne voulait pas du tout me donner, mais en fait, elle a vu que j'ai un passeport canadien, elle a dit « Ah ben, il y a quelqu'un qui peut se plaindre ailleurs et qui peut revenir C'est pas un passeport haïtien. C'est pas le passeport haïtien qui m'a fait pouvoir rester ici.
Merci beaucoup, Mélissa. Je n'ai pas eu le temps de te présenter à nos amis, mais je vais quand même dire un petit mot parce que tu as la gentillesse de nous rejoindre alors que je sais que tu as des journées très chargées en ce moment. Donc, Mélissa Lavo, elle est autrice, elle est compositrice et interprète. Elle est lauréate de la Fondation Lagardère il y a quelques années. Elle se produit dans de nombreux festivals de jazz, comme le Festival de Jazz de Montréal, le Festival du Bout du Monde en 2008 et au Printemps de Bourges en 2009. Elle a réalisé 3 albums et le dernier, Radio Sewell, est sorti en 2018. Alors je pense que tout à l'heure, on aura le plaisir d'en entendre quelques extraits, si tu veux bien. Bon, mais moi, je retiens quelques mots-clés, le mot de résistance, le mot de fragilité, de précarité, mais aussi comment les Haïtiens ont arraché un peu ces droits. Même s'il reste... Et puis évidemment, tout l'aspect économique, mais on va revenir là-dessus, et notamment avec Alejandro Gomez, qui, je crois, lui, quelque part, parle d'une catastrophe lucrative. Donc on va rester sur ce sujet-là. Miranda, vous voulez peut-être ajouter un petit mot avant qu'on découvre la vidéo de notre ami Gaël Faye, qui va nous lire un texte d'Aimé Césaire. Simplement, je suis touchée par ce discours sur la fragilité de statut. Je pense que ça devient universel. Ce qui me frappe dans l'histoire du rétablissement de l'esclavage, c'est que quand on lit des récits anglophones d'anciens esclaves, partout, le parcours de revenir en arrière, de revenir au néant, pour citer dans une vide, et c'est un motif dans tous ces récits, parce qu'on a une vision de l'affranchissement où on va toujours en avant et on devient de plus en plus libre. Et en fait, l'histoire de l'esclavage et de la liberté n'a jamais fonctionné comme ça. Il y avait toujours des tournures en rang et des renversements. Et donc, pour moi, l'importance du sujet de ce soir, c'est de nous rappeler ça, de nous rappeler que l'histoire de la liberté n'était pas toujours progressive. Et l'histoire est pleine de ces renversements. Merci beaucoup. Merci à vous 3. Je vais vous laisser rejoindre vos places. Et puis, je crois, rapidement... Merci beaucoup, Mélissa. Merci, Jean. Merci, Miranda. Mesdames, m'envahir un conseil, serait écouté. Mesdames, m'envahir une parole, serait étendue. Mesdames, m'envahir un qui serait écouté. Angelico, Angelico, si t'es que maman, si t'es que maman, si t'es que maman. Si t'es que maman, Angelico, papa, moins désagrément. Si t'es que maman, si t'es que maman.